Nous allons passer à une autre partie du programme qui consiste à vous présenter les nouveaux films des catalogues École et Cinéma et Collège au Cinéma, c'est-à-dire les films qui font leur intégration au courant de cette année pour pouvoir être programmés dès la rentrée scolaire prochaine. Donc, pour m'accompagner pendant cette heure, je vais appeler Marie-Sophie Decoux du CNC à mes côtés. Merci. Et alors, pour vous expliquer un petit peu la façon dont va se dérouler cette heure ensemble, ça va se dérouler en plusieurs temps. Déjà, Marie-Sophie va vous présenter ce que sont les comités de sélection, école et cinéma, collège au cinéma et maintenant maternelle au cinéma, les grandes lignes, disons. Et ensuite, on va aller dans le vif du sujet, dans le cœur des catalogues, et on va donner la parole physiquement, mais aussi un petit peu en distanciel, à des membres de ces comités pour que vous puissiez entendre leur point de vue sur les films qui ont été choisis et sur ces films que vous allez pouvoir programmer dès la rentrée scolaire prochaine. Donc il va falloir vous pencher sur le sujet assez rapidement, puisque je sais que les comités de programmation se déroulent généralement en début d'année civile, et puisque vous savez aussi qu'on vous demande de nous faire remonter des vœux de programmation pour le mi-avril, c'est ça, dernier délai, voilà, grosso modo. Je voulais vous dire aussi qu'on avait affiché dans la salle d'accueil la liste des membres de ces commissions, puisque nous avons entendu tout à l'heure pendant l'intervention de Vincent Tabouret que ça n'était pas facilement accessible. Donc vous pourrez, en tout cas, les découvrir, mais ça n'exclut pas peut-être qu'on réfléchisse à la façon dont ces listes peuvent être mieux exposées. Donc dans un premier temps, sans transition, je donne la parole à Marie-Sophie Decoux. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'en profite pour remercier chaleureusement l'équipe de passeurs d'images qui est à pied d'œuvre depuis effectivement plusieurs mois sur l'organisation de ce temps, parce que c'est toujours un moment très riche, mais également assez joyeux et sympathique. Donc un grand merci à toute l'équipe de nous accueillir aujourd'hui ici à Clermont. Alors, pour revenir au comité de sélection, vous en connaissez les grandes lignes pour la majorité d'entre vous. On sélectionne chaque année environ 4 à 10 films selon les dispositifs qui intègrent ensuite les listes nationales l'année suivante. C'est un choix qui est très sélectif, comme vous pouvez le constater, donc qui est un choix assuré par des comités de sélection propres à chaque dispositif, et donc des comités qui sont organisés par le CNC annuellement. Alors en 2022, cette année, avec l'officialisation de maternelle au cinéma, on est heureux de réunir et de constituer un 4e comité de sélection avec maternelle au cinéma. Cette année, le comité qui s'est réuni et qui est composé de 15 membres a fait un travail un petit peu particulier, puisqu'il s'agissait en fait de valider un catalogue déjà existant. Donc c'est avec plaisir que le comité a eu l'occasion de valider l'entièreté de la liste, qui est composée donc de 27 titres, et de pouvoir aussi assortir cette validation, parce que c'était tout l'enjeu aussi attendu, notamment des partenaires de l'éducation nationale, d'une recommandation d'âge pour chacun des titres. Et donc, de mémoire, il y a parmi ces titres 17 qui sont recommandés dès la petite section, 8 à partir de la moyenne et 2 à partir de la grande section. Pour les mois qui arrivent, ce comité va s'engager dans un travail qui est similaire aux autres comités, à savoir s'engager dans un processus de sélection pour intégrer de nouveaux titres
au catalogue et donc des titres qui intégreront le catalogue pour la rentrée scolaire 2024-2025, puisque c'est dans ce calendrier qu'on se constitue aujourd'hui pour l'ensemble des dispositifs, aussi bien maternelle, école, collège, que lycéens et apprentis au cinéma. Alors le travail des comités de sélection, je tiens vraiment ici à le souligner, il est extrêmement précieux. Parce qu'il est, je dirais, basé sur l'expertise à la fois fine et complémentaire d'une quinzaine de professionnels. Quand je dis une expertise fine et complémentaire, je veux évidemment parler d'un triple regard, à la fois une expertise cinématographique, pédagogique, mais aussi d'être en capacité de faire appel à des gens qui ont une grande expérience de la programmation, du jeune public, et particulièrement d'un public captif, donc qui est celui du cadre scolaire, en fait. Et donc des professionnels qui sont tout à fait en mesure de choisir des films adaptés à la tranche d'âge aussi, qui est voilà, une donnée importante, et qui viennent légitimer, on parlait aussi beaucoup de cette question de la légitimité, donc des choix nationaux qui sont longuement mûris et je dirais discutés, chacun de ces choix. Pour rebondir sur la question de la composition des listes, effectivement, alors dire qu'elle est présentée dans le cahier des charges de manière assez générique. Donc, chaque comité de sélection est composé de 15 membres, avec des représentants de l'éducation nationale, des coordinations cinéma et éducation nationale, d'un certain nombre de représentants des organisations professionnelles également. Voilà, donc elles sont disponibles de manière générique dans le cahier des charges, mais effectivement, nous, on peut de toute manière mettre à disposition la composition actuelle des comités, et puis peut-être les mettre en ligne sur le site du CNC, où effectivement, c'est peut-être pas facile à trouver, on le conçoit. Les membres de ces comités sont nommés par le CNC pour une durée d'1 an, qui est renouvelable une fois. C'est une durée qu'on trouve assez intéressante dans la mesure où ça permet d'engager un vrai travail, une vraie dynamique de groupe, finalement cette durée de 2 ans, et une collaboration souvent assez fructueuse et joyeuse, il faut aussi le rappeler. C'est aussi des moments de partage, de réflexion, mais aussi de plaisir. Et puis un renouvellement assez régulier aussi, puisque ça permet aussi un renouvellement, une diversité des regards, ce qui est aussi un petit appel du pied, puisque vous pouvez, vous toutes et vous tous, faire acte de candidature au moment du renouvellement des comités, et ensuite on s'assure effectivement, comme ça a été évoqué précédemment, je crois, par Vincent, de composer des groupes de professionnels qui soient équilibrés en termes de représentation de structure, en termes de parité, en termes de tranche d'âge, ruralité, milieu urbain, enfin, plein de critères qu'on prend bien sûr en compte. J'ajoute juste aussi dans cette dynamique des comités de sélection, on en parle peu souvent, mais c'est aussi, ça fait partie aux côtés des missions de passeurs d'une certaine forme de mise en réseau des acteurs de l'éducation à l'image. C'est aussi une occasion de mieux se connaître entre pairs, et puis aussi parfois de se former, d'apprendre des autres. Donc j'espère qu'avec tout ça, je vous aurai convaincu de faire acte de candidature dans 2 ans maintenant, puisqu'on vient juste de renouveler les comités. Cette année, pour aller vite, les membres du comité collège au cinéma, au printemps dernier, ont sélectionné 10 nouveaux titres, et ceux du comité école et cinéma, 5, qui vont intégrer, comme le disait Delphine, les catalogues nationaux dès la rentrée 2023-2024. Donc les listes vont vous être envoyées effectivement en décembre, afin que vous puissiez organiser des comités de sélection et faire vos souhaits de programmation. Donc ça nous fera 2 catalogues
qui seront composés de 117 titres chacun. Donc ça devient des catalogues assez volumineux aussi. Et redire aussi deux petites choses concernant justement le processus de sélection, puisque c'est évidemment un enjeu majeur. Vous le savez, hein, dans les fondamentaux des dispositifs, ce qui est à l'œuvre, c'est vraiment d'emmener des enfants et des élèves voir des films qu'ils n'auraient peut-être pas l'habitude de voir en dehors des dispositifs, de les mettre en présence voilà, d'œuvres cinématographiques majeures, qui sont représentatives de toute la diversité du cinéma, et puis adaptés évidemment à la tranche d'âge. Et puis avec le temps, les catalogues se sont largement étoffés, et donc les comités travaillent aussi sur des axes de réflexion privilégiés qu'on décide de manière un peu collégiale chaque année en fin de processus de sélection, et qui travaillent un petit peu certains manques parfois des catalogues. Par exemple, ça peut être le cas de la prise de vue réelle ou du cycle 2 pour la liste école, mais ça peut être aussi la question de la comédie qu'on va travailler un petit peu sur la durée pour Collège au cinéma, où voilà, on va aussi essayer de répondre à des tendances ou des évolutions de la société qu'il faut aussi prendre en compte. Et là, je veux parler notamment du travail qu'on fait sur la parité et le matrimoine depuis maintenant 2018. Donc, pour laisser la parole aux membres des comités qui ont eu la gentillesse de bien vouloir faire ce travail de présentation de leur sélection, voilà, dire que ces sélections qui vont vous être présentées sont le fruit de ce travail, de ce processus de sélection. Je vous remercie. Merci. Je veux préciser que nous ne pourrons évidemment pas présenter tous les nouveaux films, pour la simple raison qu'ils sont nombreux. Par ailleurs, 2 d'entre eux feront l'objet d'une séance après cette présentation. Donc à 17h30 sera projeté dans cette salle Le Petit Fugitif, qui est un nouveau film du catalogue Collège au cinéma. Et à l'Espace Conchon sera projeté Arbre de Sophie Bruno, en présence d'elle-même, de la réalisatrice, qui nous rejoindra pour un débat à l'issue de la séance. Maintenant, je vais passer au premier film présenté. Avant tout, oui, je voulais aussi remercier Émilie Drapeau, ma collègue, qui est aux manettes et qui va permettre que cette heure se déroule dans la fluidité la plus parfaite. Merci beaucoup, Marie-Sophie. Donc, cette première présentation va se faire en distanciel par Perrine Boutin, qui fait partie donc de la commission École et Cinéma et qui nous présente Calamity. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Perrine Boutin. Je suis membre du comité de sélection des films École et Cinéma depuis l'année dernière. Et je m'adresse à vous par le biais de cette pastille pour vous présenter un film qui va rentrer dans le catalogue École et Cinéma en septembre 2023, à la prochaine rentrée donc. C'est un film du réalisateur Rémi Chaillet, que vous voyez sur la première diapo, qui est né en 68, qui a réalisé 3 courts-métrages entre 2004 et 2006 et 2 longs-métrages. Tout en haut du monde, en 2015, qui fait déjà partie d'École et Cinéma, et Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, en 2020. C'est de ce film dont je vais vous parler quelques minutes, film que vous avez peut-être vu, mais sa sortie n'a pas eu le succès escompté du fait de la crise sanitaire, malheureusement. Le scénario de ce film s'inspire de l'enfance de Calamity Jane. Ça se passe à la fin du 19e siècle. Un convoi de pionniers est en route pour une contrée lointaine de l'Ouest. La dernière famille qui rejoint le convoi est celle de Monsieur Canary, qui est pauvre et dont la femme est morte. Sa fille aînée, Martha Jane Canary, prend beaucoup de responsabilités et durant cette éprouvante traversée, son père est blessé. Donc le rôle de Martha Jane va s'amplifier avec divers apprentissages et elle va être confrontée aux garçons et aux filles du convoi. Ce sera compliqué car elle sera repoussée par les uns et par les autres. Donc c'est librement inspiré d'une figure féminine emblématique de la conquête de l'Ouest américain, Martha Jane Canary, dite Calamity Jane, que vous voyez sur cette diapo.
Elle est née en 1852 près de Princeton, dans le Missouri. Après avoir connu la notoriété de son vivant par sa participation à la conquête de l'Ouest et son rôle lors des guerres indiennes, au cours desquelles elle s'est prétendue éclaireuse pour l'armée américaine, elle devient le personnage principal d'un spectacle fondé sur sa propre légende, le Wild West Show. Ce spectacle va accroître cette légende du vivant de Calamity Jane, ce qui rend la tâche pour la distinguer de la réalité historique très difficile. Elle meurt en 1903 dans le Dakota du Sud, en étant pauvre, aveugle, alcoolique, mais toujours aussi célèbre. Il existe diverses sources biographiques concernant Calamity Jane. Tout d'abord, les recherches réalisées par des historiens avec des données restant inconnues, par exemple sa date de naissance réelle. L'autobiographie de Calamity Jane distribuée au cours de ses spectacles, qui avait une forte valeur romanesque. Une série de lettres nommées Lettres à sa fille, qui sont assez folkloriques. Et enfin, sa légende, qui a suscité une abondante littérature, même de son vivant, qui à son tour alimente cette légende. Et c'est le cinéma et la bande dessinée qui a fait également la part belle à ce personnage. On peut même se demander, dans cette diapo, si Nicholas Ray, pour Johnny Guitar, qui est au catalogue lycéen et apprenti au cinéma, ne s'est pas inspiré de Calamity Jane pour construire son personnage principal. Mais ce qui nous intéresse, c'est le film de Rémi Chaillet. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le titre de ce film, c'est le déterminant une. Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Et je vais vous lire le rapport que nous avons fait dans le comité de sélection des films École et Cinéma. Chaillet livre avec ce nouveau long métrage un chef-d'œuvre d'animation, témoignant d'une grande maîtrise graphique, une esthétique chatoyante qui tient à la très grande qualité chromatique des dessins. Le scénario, quoique classique, est bien rendu et s'inspire librement de l'enfance de Calamity Jane, une figure emblématique de la conquête de l'Ouest. Les dialogues sont particulièrement soignés. C'est aussi une découverte cinématographique en ce qu'elle permet de revisiter le western, un genre mal représenté dans le catalogue École et Cinéma. Bien qu'archétypal, le personnage féminin de Calamity reste une héroïne forte et intéressante pour les choix qu'elle fait. Le film permet une ouverture à de multiples questions liées à l'émancipation, la liberté, la transgression. Il aborde le rapport au pouvoir et aux règles sociales. La question du travestissement pourra également être explorée avec les élèves comme un acte de transgression. Comment mieux intégrer le monde des hommes et devenir leur égal en adoptant leur code vestimentaire. En cela, Calamity propose une belle plongée dans le rapport homme-femme sur les identités genrées. Le film sera adapté dès le cycle 2. Voilà, je m'excuse de ne pas être avec vous. J'aurais vraiment eu envie et nous aurions pu échanger avec grand plaisir. Et je vous invite à découvrir, si le temps le permet, cette petite vidéo que j'ai trouvée sur Internet, qui est donc une espèce de making-of de la chanson du générique de fin du film de Calamity Jane. 1, 2, 3, 4. J'ai des cailloux, j'ai mordu la poussière, j'ai les genoux écorchés, mais je vis au grand air. Tu me cherches, tu me trouves, mais je fais que passer. Cherche un d'or, chien errant, prends ton chapeau, suis-moi. J'ai attrapé des pouches, des écrits en ragoût, mon cheval s'est pris les pieds dans une toile d'araignée. On a tout dit sur moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas. Moi-même, je ne sais pas. Calamity Jane. Merci Perrine. J'appelle maintenant à mes côtés Sarah Génaud qui va nous présenter un autre film de la sélection École et Cinéma. Sarah Génaud est coordinatrice École et Cinéma en Seine-Saint-Denis. Elle travaille pour l'association Cinéma 93.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes, comme le dit Perrine. Alors, j'ai pas du tout préparé une présentation aussi documentée que celle de Perrine, parce qu'en plus, je savais pas du tout quel visuel allait être montré. Mais en tout cas, je suis vraiment très heureuse de parler de ce film de Jacques Doyon, donc Un sac de billes. Parce que déjà c'est le premier film qu'on ait vu lors de cette session de comité de sélection. Voilà, c'est le tout premier, il me semble, hein, qui est passé dans la première journée de projection. Et j'ai l'impression que ça a été vraiment une évidence en fait pour le comité de sélection. C'était vraiment une vraie rencontre, et de se dire que c'était une évidence que ce film était fait pour rentrer dans le catalogue École et Cinéma. Ça va faire peut-être des échos à ce qui a été dit tout à l'heure précédemment. Déjà, c'est donc une adaptation donc, du livre de Joseph Joffo, Un sac de billes, que probablement vous connaissez tous. Alors le film date de 1975, c'est le troisième film de Jacques Doyon. Donc Jacques Doyon est un jeune réalisateur. C'est un film de commande, ce que j'ai découvert en préparant un peu cette présentation, de l'adaptation du livre de Joseph Joffo, dont Jacques Doyon va vraiment s'approprier très personnellement le texte. Donc ça nous paraît une évidence, parce que ça permet justement d'aborder cette question de l'histoire de la Shoah, qui est une question absente du catalogue École et Cinéma jusqu'à présent, parce que c'est un sujet très difficile et très dur à aborder avec des enfants jeunes. Et avec Jacques Doyon, c'est possible, parce qu'en fait le film est vraiment miraculeux, puisque pour rebondir sur la citation de Wim Wenders, il est dans le point de vue. Il choisit son point de vue, et son point de vue, c'est celui des enfants. Donc il va être tout le temps, rigoureusement, la mise en scène va être du côté des enfants, dans le regard des enfants. Et ça en fait un film extrêmement juste, toujours dans le jeu, dans les dialogues. La caméra est toujours à la bonne place. Donc ça n'élude jamais le drame que ces enfants sont en train de vivre, puisque ces deux enfants qui partent livrés à eux-mêmes sur les routes de la France occupée, qui vont devoir survivre. Donc c'est vraiment un sujet très, très difficile, mais c'est toujours dans le regard de l'enfant. Ces enfants restent toujours des enfants. Et là, on retrouve en fait avec bonheur Jacques Doyon, qui du coup intègre le catalogue de École et Cinéma pour la deuxième fois, puisqu'il y a Ponette qui réintègre le catalogue. D'ailleurs, il était sorti, je ne savais pas, mais il est revenu, donc super. C'est tout le travail de Doyon, et qui permet ça, parce qu'il a cette direction d'acteur et ce travail très spécifique avec les enfants qui est quand même assez unique, et qui du coup permet d'aborder des sujets très difficiles, donc le deuil pour Ponette, et ici la Shoah, en toute confiance. Donc j'espère que ce film sera programmé malgré la difficulté de son sujet, parce que vraiment en toute confiance avec Jacques Doyon. Voilà. Merci. Merci Sarah. Maintenant, je vous laisse en compagnie de Laurence Loeffel, qui est inspectrice générale de l'Éducation nationale, membre également de la commission de choix de films École et Cinéma. Elle va nous parler en distanciel d'une année polaire. Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous. Je ne peux pas assister en direct à ces rencontres, mais je suis ravie de l'opportunité qui m'est faite de présenter un film que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, et que je suis ravie de voir intégré au catalogue, et que je souhaite voir promu dans les écoles. Alors moi, je m'appelle Laurence Loeffel, je suis inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Et je siège dans la commission École et Cinéma, la commission de sélection
des films depuis en fait très longtemps. Je me demande si ça fait pas d'ailleurs près de 10 ans. Alors je vais vous présenter un film qui s'appelle Une année polaire, qui est un long métrage de Samuel Collardet, qui est sorti en salle en janvier 2018. Il s'agit d'un film de fiction, mais à la manière de Samuel Collardet, qui, comme on le sait, joue avec sa caméra de la fragilité de la frontière entre fiction et documentaire. Une année polaire, c'est l'histoire d'un jeune instituteur danois qui s'appelle Anders, qui décide de prendre son premier poste d'enseignant dans le minuscule village inuit de Tinitekilak au Groenland. Son entretien d'embauche inscrit d'emblée sa démarche sous le signe d'une mission civilisatrice. C'est finalement lui, Anders, le Danois venu de la ville, qui va faire à ses dépens, en tout cas au début, une expérience initiatique au cours de laquelle il lui faudra désapprendre, se défaire de ses représentations néocoloniales de ce peuple inuit, et pour finir, apprendre lui-même le groenlandais pour se faire accepter. En effet, se dévoile petit à petit à lui la vérité de sa place et de son rôle, de sa mission au sein de cette petite société inuite. À travers les yeux des autres, il comprend qu'il est l'instrument d'une domination linguistique, culturelle, économique. Et le film suit les doutes et les interrogations de ce jeune instituteur. D'abord le doute concernant sa capacité à exercer son métier dans ce contexte, assorti du désir de rentrer chez lui au Danemark. Ses croyances, ses certitudes s'effritent assez vite. Venu pour sauver les autres, c'est finalement lui qui sera sauvé. Au premier plan de ce récit, on trouve des enfants qui, à l'image de leurs parents, de leurs grands-parents, résistent à l'inculcation culturelle danoise par tous les moyens dont dispose l'enfance, le chahut, la moquerie, le rire, une forme de je m'en foutisme aussi, plutôt rafraîchissante. L'instituteur est dans une confrontation permanente avec ses élèves, mais rapidement le doute s'installe sur le bien fondé de ce qu'il a à enseigner à ces petits Inuits, notamment Luther et la Réforme, qui est l'exemple assez topique de ce que peut constituer une domination culturelle vis-à-vis de ce peuple. Mais c'est surtout l'inculcation de la langue danoise qui importe ici, ce pourquoi il est spécialement missionné. La langue constitue le terrain d'affrontement le plus irréductible et le plus violent, le lieu par excellence de l'incompréhension réciproque, et c'est pourquoi Anders apprendra finalement à parler la langue des Inuits. C'est lui qui fera ce pas, et ce pas ne se fera pas dans le sens inverse. Anders se liera plus spécialement avec l'un de ses élèves, Asser, 11 ans, que l'école n'intéresse aucunement, qui souhaite devenir chasseur comme son grand-père, encouragé par sa famille, qui, comme toutes les familles de ce village, a besoin que l'enfant apprenne des choses utiles et a besoin que l'enfant grandisse en étant utile à sa famille. Il y a ici tout un symbole de transmission réussie, alors qu'Anders, l'instituteur, est le symbole de l'échec de la transmission. C'est finalement lui qui apprend de cet enfant, de ses savoir-faire, conduire un traîneau, fabriquer un harnais, chasser. Il retrouve aussi le sens de la vocation d'éducateur, qui est de conduire l'enfant vers ce qu'il a envie de devenir, et non de lui imposer ce qu'on souhaite qu'il devienne. Une année polaire traite ainsi un sujet universel qui est un sujet grave, mais il le traite avec légèreté et même avec gaieté. C'est un film plein d'humour, tourné sans acteur professionnel, mais dans lequel chacun joue son propre rôle dans la vie. Cet aspect du film apparente à un documentaire. Il en a les aspects aussi lorsque la caméra se fait anthropologue, plongeant dans le quotidien des Inuits, s'arrêtant sur leurs visages et sur leurs gestes, détaillant leurs pratiques
et leurs coutumes. Alors cette frontière poreuse entre fiction et documentaire, je dirais que du point de vue formel, c'est l'intérêt principal et puissant de ce film. Si on imagine le même récit dans un film qui serait entièrement fictionnel, eh bien on peut qu'imaginer un appauvrissement du film lui-même, alors que cette porosité de la frontière avec le documentaire rend ce film incroyablement d'abord réaliste, vivant. Il fait des personnages attachants parce qu'ils sont criants de réalité et de vérité. Alors je veux dire à ma manière, qui n'est pas celle d'une professionnelle du cinéma, je dirais que la fiction, la dimension fictionnelle, donne plus spécialement au film son rythme narratif, et tandis que la dimension documentaire confère à ce film une dimension anthropologique qui le rend vivant, c'est l'adjectif qui me vient à l'esprit. Ce film fait vivre le spectateur avec les Inuits, il nous donne le sentiment de partager leur culture et leur vie. Donc cette ambiguïté poussée à l'extrême est quand même l'une des principales originalités du film, comme je le disais. Du point de vue du contenu, vous l'aurez compris, il est d'une très grande richesse pédagogique, au-delà du plaisir qu'il suscite. Mais la réussite là, de ce film, et c'est pourquoi je pense qu'il a fait l'unanimité au sein d'école, c'est justement de conjuguer intérêt de la forme filmique et intérêt pédagogique pour constituer un film qui est unique. En contrepoint, dans le catalogue, on pourrait penser à, bien sûr, un Nanook l'Esquimau, qui aussi surfe à la frontière entre la fiction et le documentaire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes rencontres et de profiter de ce film et de faire profiter de ce film pleinement. Au revoir. Merci Laurence Loffel. J'appelle maintenant à mes côtés Jean-Marie Virginie, qui est coordinateur école et cinéma dans l'Essonne, en région parisienne. Et Jean-Marie Virginie va nous expliquer pourquoi Petite Maman a été retenue par le comité de sélection. Merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Donc pourquoi elle a été choisie il y a plusieurs raisons, ma foi. Et en effet, déjà, je parle d'abord de mon point de vue de spectateur, ce qui est quand même pas mal, c'est un peu honnête. J'ai beaucoup aimé le film, donc c'est totalement dans cet axe-là que je vais vous en parler. C'est le 5e film de Céline Sciamma, qui a fait la jeune fille, le portrait de la jeune fille en feu, Bande de filles, Tomboy, qui ne nous laisse pas indifférentes et indifférents, et Naissance des pieuvres aussi. Et elle a écrit ce film, on va dire, en cours de réalisation du film Le portrait de la jeune fille en feu. Voilà, c'était quelque chose qui était déjà en train d'infuser chez elle. Et dans la forme de cette proposition, c'est un film d'1h10, pas trop long. Bon. Ça peut plaire aussi à d'autres personnes, pour des contraintes diverses et variées. Et à sa manière, elle explore encore une fois plusieurs identités féminines. Voilà, plusieurs identités féminines, avec beaucoup de délicatesse, de sobriété et une vraie profondeur dans l'écriture des personnages. Alors, c'est un film fantastique à plusieurs titres. Vous vous en douterez lorsque vous l'aurez vu, pas avant, parce que je ne vais pas le dévoiler, si ce n'est vous dire quelques mots du synopsis. Après la maison de retraite, Nelly et sa mère Marion se retrouvent dans la maison de la grand-mère, tout juste décédée. À leur manière, elles vont vivre leur deuil. Nelly va nouer une amitié particulière avec la jeune voisine. Voilà. C'est sur ce dispositif-là que le film s'articule. Et un petit peu, même beaucoup à la manière de Doyon, eh bien, Céline Sciamma filme à hauteur d'enfant, filme à hauteur de Nelly, petite fille de 8 ans, qui vit le deuil de sa grand-mère, en fait. Et cette approche, je le disais tout à l'heure, est vraiment avec beaucoup de délicatesse. On la suit dans ce temps
finalement court pour nous, mais qui est important pour elle. Et assez intelligemment, comme le font certains cinéastes coréens, elle aborde en quelque sorte aussi le cinéma fantastique, j'ai envie de dire, mais subtilement, avec énormément de sobriété. Le rapport de Nelly avec sa mère est juste fabuleux, parce que dans des dialogues, voilà, des dialogues très précis, des échanges vraiment utiles, il y a une économie de mots, mais pour dire la précision, il y a aussi dans l'écriture de la mise en scène, eh bien, un jeu qu'elle se permet de faire de la mise en scène dans la mise en scène. Donc autant vous dire, avec ces éléments d'écriture, de narration, forcément il y a un twist dans le film, on est dans du fantastique, et puis également la bande-son, qui est vraiment passionnante, et puis, encore une fois, cette thématique du deuil, la relation intergénérationnelle, les identités féminines, la complexité, eh bien, il y a énormément de pistes que l'on peut aborder. Il y a énormément d'espace lors de cette séance pour que les élèves puissent être dans un empathie certain vis-à-vis des personnages, mais l'écriture de Céline Sciamma ne va pas vers le pathos. Elle garde une réelle distanciation, et donc on est vraiment dans un rapport à l'œuvre, dans un rapport de découverte de l'histoire qui n'est pas sensationnel, mais vraiment avec raison. Et pour parler du deuil, qui est quelque chose de l'ordre de l'intime, qui est propre à chacun et à chacune, et c'est pas chose simple, ce film-là permet d'aborder ce sujet-là qui est rarement abordé au cinéma sans tomber dans un rapport de dramaturgie lourd et anxiogène. Elle évite cet écueil-là, et au contraire, on va avec beaucoup de légèreté et beaucoup de tendresse sur ce sujet-là, vers d'autres façons de l'aborder, et aussi, pourquoi pas, d'en parler. Je ne suis pas trop long. Merci infiniment. Je vais appeler maintenant Kévor Kalessian à mes côtés pour parler d'un film Collège au cinéma. Kévor qui est enseignant, partenaire de Collège au cinéma, et il va nous parler de Gagarine, donc un film nouveau dans le catalogue. Et il va s'appuyer sur une ressource pédagogique éditée par le CNC, qui est donc un extrait du catalogue Collège au cinéma, qui est un outil précieux pour vous aider dans votre travail de programmation. Et cette fiche est toute nouvelle, enfin, elle vient juste d'être éditée. Merci beaucoup avant tout pour cette invitation à être présent donc, pour ce travail de présentation des films sélectionnés par le comité. Donc, je suis enchanté d'être avec vous aujourd'hui donc, pour vous présenter Gagarine, donc un nouveau film du catalogue Collège au cinéma. Pour moi, le travail au sein de ce comité de sélection a été ces dernières années particulièrement enrichissant et plaisant. Et comme on vous y incitait tout à l'heure, si vous avez l'opportunité d'y participer, eh bien, allez-y. C'est vraiment un espace et un temps de réflexion très riche pour chacun des membres. Et je tiens particulièrement à remercier toutes celles et ceux qui m'ont permis d'y participer. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, au sein de ce comité, nous suivons donc les préconisations, les axes déterminés par les comités précédents. On s'appuie également sur toutes vos propositions, ce qui fait qu'on reçoit une longue liste de près de 150 films. Et au sein de ces films, donc, il a fallu cette année encore en sélectionner une dizaine. Parmi ceux-ci, voilà, on a choisi des œuvres majeures du répertoire, comme Le Petit Fugitif que vous verrez tout à l'heure, mais aussi donc Gagarine, qui est un premier long métrage français, contemporain, atypique, qui a été co-réalisé par Fanny Liattard et Jérémy Trouille. En ce qui concerne le scénario, il s'explique en partie donc, par le parcours des deux réalisateurs qui ont eu un parcours assez atypique. Ils ne sont pas passés par les grandes écoles de formation cinématographique. Ils sortaient tous les deux de Sciences Po. Ils ont fait des voyages de fin d'études.
Et à leur retour de voyage, ils se sont totalement réorientés. Jérémy a intégré l'école du documentaire de l'USAS en Ardèche, et Fanny s'est attelée à des projets artistiques en lien avec les transformations urbaines des quartiers. Compte tenu de ces éléments, la banlieue et ses habitants vont ainsi, donc, dès leur première collaboration en 2014, être leur sujet d'étude. Ils vont en effet s'emparer d'un événement bien réel, donc la destruction programmée d'une cité dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine. Il s'agit de la cité Gagarine à Ivry-sur-Seine. Et à partir donc, de ce sujet-là, ils vont réaliser donc, leur premier court-métrage éponyme que vous avez peut-être visionné. C'est ce court-métrage qui va leur servir de trame pour réaliser par la suite, donc quelques années plus tard, leur long-métrage. Compte tenu de leur parcours et du sujet, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils réalisent un film documentaire, mais ils ont choisi, bien au contraire, de réaliser une fiction très particulière qui oscille entre réalisme et poésie. Ainsi, alors je ne vais pas vous dévoiler là encore toute l'intrigue du film, mais dès la séquence d'ouverture, on plonge dans un univers ultra réaliste, proche du documentaire par le biais de films d'archives qui présentent donc l'inauguration de la cité par le fameux astronaute russe Yuri Gagarin. Puis on va basculer dans la fiction et on va même pouvoir dire que nous décollons peu à peu dans un univers totalement onirique lorsque cette cité, en passe d'être détruite, va, grâce au rêve d'un adolescent, donc là ça parlera particulièrement aux jeunes collégiens, donc grâce au rêve de Yuri, cette cité va se transformer en véritable capsule spatiale. Alors aux côtés de Yuri, tout au long du film, on va découvrir pléthore d'autres personnages, plusieurs habitants du quartier. Là, il est intéressant de noter que ces personnages sont très loin des clichés de ce qu'on pourrait attendre autour des clichés, autour des personnages de banlieue, et ils offriront ainsi la possibilité donc aux collégiens de se projeter. Alors quelques pistes d'analyse et de travail. Tout d'abord sur le plan cinématographique, donc le film a une dimension plastique très prononcée, très soignée, notamment grâce au travail qui a été fait autour des couleurs et de la lumière. C'est un travail qui avait déjà été remarqué d'ailleurs autour de leur court-métrage Chien bleu, que vous avez peut-être vu. Le travail sonore est également extrêmement bien maîtrisé. Il va accompagner véritablement la transformation de la cité en capsule spatiale. Et puis le montage également a un rôle important qu'on pourra étudier avec nos élèves, puisque c'est lui qui va permettre d'alterner entre des temps très réalistes et des temps beaucoup plus poétiques, oniriques, comme je le disais tout à l'heure. Par ailleurs, ce film a une double dimension historique. On pourra évoquer avec les élèves, d'une part, les banlieues, de la construction des grands ensembles jusqu'aux problématiques géographiques, sociales, politiques, liées à la précarité et au logement. Et par ailleurs, ce film permet également d'aborder, bien entendu, la conquête spatiale. Et enfin, il questionne donc les visions poétiques du monde et plus largement sur la place du rêve dans nos vies. Donc voilà, je vous incite à sélectionner si possible ce film au sein de vos comités. Et en guise de conclusion, je vais vous donner les arguments du comité de sélection. Donc même si Gagarine est un film qui présente quelques imperfections, c'est un exemple de cinéma intéressant pour le glissement de genre qu'il propose. Il permet d'aborder un grand nombre de questions politiques et sociales. Et Gagarine pourrait constituer une bonne entrée également dans le dispositif pour des collégiens de la 6e à la 3e. Et il leur rappellera notamment que nul ne peut se voir interdit de rêver pour notamment sublimer son quotidien. Merci. Merci beaucoup. Avant-dernière intervention, je vais vous laisser en compagnie de Stéphane Coulon, qui est enseignant partenaire de Collège au cinéma et qui va nous parler de 2 films en 6 minutes, record, de Rosie Davis et de L'effet aquatique. Eh bien, bonjour à tous. Alors, je me présente, Stéphane Coulon. Je suis enseignant en lettres dans un établissement REP+ de Seine-Saint-Denis, mais je suis également professeur relais pour le dispositif Collège au cinéma depuis maintenant une vingtaine d'années
dans le département de la Seine-Saint-Denis et je travaille avec l'association qui a en charge le dispositif dans le 93, c'est l'association Cinéma 93. Depuis 3 années maintenant, je suis membre du comité national qui sélectionne donc les films qui vont entrer dans le catalogue. Et je vous avoue que c'est un plaisir de partager des avis sur les films qui nous sont proposés par les distributeurs avec l'ensemble des membres du comité. Cette année, le premier film entrant dans le catalogue que je vais vous présenter est un film qui date de 2019, un film très récent, qui est signé par un réalisateur irlandais, Paddy Breathnach. Il s'inscrit avec ce film dans la grande tradition du courant cinématographique qu'est le free cinema, autrement dit le cinéma social britannique. Rosie Davis, c'est un film qui est très proche sur le plan thématique de Cathy Comes Home. Cathy Comes Home, c'est le premier extrêmement célèbre docudrama télévisé de Ken Loach. Un Ken Loach qui, à cette époque, n'a pas encore fait de cinéma et qui n'est pas encore connu, donc sur le plan cinématographique. Avec ce film, Ken Loach, en 1966, a bouleversé les téléspectateurs anglais. Eh bien, je peux vous garantir que Paddy Breathnach, avec Rosie Davis, il va bouleverser les élèves, les collégiens qui verront son film à partir de 2023. Rosie Davis raconte comment une famille dont le père travaille, mais qui vient de perdre un logement, va se retrouver progressivement à vivre dans la rue et à passer la nuit dans une voiture. Caméra à l'épaule, en plan vraiment très serré, le réalisateur ne quitte pratiquement jamais la mer. La mer, c'est une véritable mère courage. Elle passe ses journées, téléphonant depuis son véhicule, à jongler avec des services sociaux irlandais qui se montrent inertes, incompréhensifs, inhumains, et tout ça, bien sûr, pour trouver un toit, chaque jour, pour sa famille, pour ses 3 enfants. Le film évoque parallèlement la complexité des rapports intergénérationnels face à une descente infernale et inéluctable dans la précarité. Mais c'est aussi un film qui parle d'amour familial, d'amour conjugal, tant la relation père-mère dans ce film fusionnel est absolument essentielle. Certes, Rosie Davis, vous l'avez compris, n'est pas une comédie, mais portée par une actrice extraordinaire, Sarah Greene, filmée sans aucun pathos. Il touchera, j'en suis convaincu, nos collégiens, et il permettra aux enseignants de parler cinéma, tant le film est riche et pertinent dans ses choix formels, tout en abordant des thématiques sociétales fortes et totalement d'actualité. Le deuxième film que je vous présente cette année est bien différent du précédent, puisque, eh oui, c'est une comédie et c'est tellement rare finalement dans le catalogue. Il s'agit en effet du dernier film de Solveig Ampac, qui est sorti en salle en 2016, qui s'intitule L'effet aquatique. Pour définir ce film, je pourrais commencer en disant qu'il s'agit d'une comédie romantique burlesque dans laquelle un amoureux maladroit, archétype cinématographique de la comédie s'il en est, va recourir au mensonge pour approcher celle qu'il aime, une maître nageuse municipale au caractère bien trempé, et puis pour la suivre en Islande où elle va représenter la France dans un congrès aquatique. Alors donc de la piscine municipale de Montreuil aux sources chaudes naturelles d'Islande, eh bien le spectateur va prendre un véritable plaisir à suivre ce jeu du chat et de la souris
que la réalisatrice orchestre avec une maîtrise absolue du burlesque. Un burlesque à la Buster Keaton lorsque nous serons en France, et un burlesque de l'absurde proche de la culture islandaise quand on est dans son île natale. Au final, en ayant convoqué une certaine poésie cinématographique aquatique, du romantisme et de l'humour, et surtout en tirant le meilleur parti de son duo d'acteurs fétiches, le dégingandé Samir Ghesmi, 1m93, et l'impressionnante Florence Loirecaille, Solveig Ampac offrira aux collégiens 1h20 de bonheur absolu avec son dernier film. C'est une petite pépite où le coup de foudre se trouve chez les protagonistes, mais également chez les spectateurs. Dernière intervention de Céline Berthaud de l'association Les Écrans du Sud, coordination Collège au cinéma dans le département des Bouches-du-Rhône. C'est la dernière intervention. Je vous demanderai de ne pas partir juste après parce que j'ai quelques informations logistiques à vous donner, très courtes, mais restez en place s'il vous plaît. À toi, Céline. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Les voleurs de chevaux, donc un film de 2019. C'est une co-réalisation, donc un réalisateur kazakh qui s'appelle Yerling Nurmukabentov et co-réalisée avec une japonaise, Lisa Takeba. Donc, ce sont deux jeunes réalisateurs qui se sont rencontrés sur le Festival de Cannes en 2017 et qui ont... Yerlin a parlé d'un projet qu'il avait en tête depuis de nombreuses années. Il en a parlé à cette jeune réalisatrice japonaise et ils ont décidé de faire le film ensemble. Voilà, donc en fait l'histoire est inspirée d'une histoire vraie qui a beaucoup obsédé Yerlin pendant de nombreuses années. C'est donc une idée de scénario qu'il avait en tête et qu'il a décidé après de réaliser. Donc l'histoire, c'est un jeune garçon de 10 ans, Oslas, qui perd son père, qui est tué par des voleurs de chevaux. En fait, son père est parti le matin dans la ville d'à côté pour vendre le troupeau de chevaux pour payer ses dettes. Donc il part sur le marché pour vendre les chevaux et au retour, donc, il se fait agresser et tuer par des voleurs. Donc évidemment, la vie de ce jeune garçon va complètement être chamboulée. Donc avec sa maman et sa petite sœur, ils doivent déménager, quitter leur maison et partir pour habiter, retrouver la famille de sa mère. Donc on a souvent parlé de ce film comme un western kazakh. Donc en effet, on se retrouve, c'est vraiment une découverte, une ouverture sur un monde nouveau, sans doute pour les collégiens. Donc on se trouve en pleine nature, dans des grands espaces kazakhs. Donc il y a un côté en effet western, avec en plus le film a été tourné en scope. Donc des grands univers, des sauvages, des paysages sauvages et grandioses. On a droit à une course-poursuite à cheval, à un héros solitaire, à des séances de duels. Donc il y a d'un côté cette impression, soit c'est ce western, là, et c'est pas que ça, ce film, c'est aussi donc le portrait d'une société kazakh avec donc un côté documentaire avec ce film, puisqu'on a des scènes de la vie quotidienne de ces habitants, donc qui vivent complètement isolés. Donc là, par exemple, la maman et ses enfants partent tous les jours le matin pour aller cueillir les tomates avec les habitants du village. On a aussi les scènes de funérailles qui sont assez complètement... qui vont sûrement sembler bizarres pour les collégiens de notre pays. Voilà, mais c'est l'occasion pour eux de découvrir de nouveaux rites, de nouveaux folklore. Voilà, donc ce film, toute l'équipe, tout le comité de sélection a été séduit. On s'est dit que c'était vraiment une ouverture sur le monde pour les collégiens. Au niveau de l'intérêt cinématographique, c'est évidemment aborder le western, mais c'est aussi une façon de tourner. Donc on est vraiment au regard du personnage, on suit l'action au regard du personnage. On a peu de dialogue, tout se passe par les regards, les silences. Le scénario n'explique pas tout, voilà, donc c'est aussi un film qui va interroger les élèves parce qu'à la fin du film, ils vont se dire mais
mais c'est une fin ouverte. Voilà, donc c'est des choses qui vont questionner les lycéens. On n'aura pas toutes les réponses, mais libre à eux de se faire leur propre histoire. Voilà, et on recommande ce film dès la classe de la 6e jusqu'à la 3e. Merci Céline.